Bienvenue aux nouvelles arrivantes et aux nouveaux arrivants. Pour reprendre le cours de nos débats et de nos réflexions, Camille Ménager, présidente de la commission audiovisuelle de l'ASCA, mais surtout réalisatrice, accueille Sarah Bélanger, réalisatrice, Maël Mingui, son producteur, autour de C'est comme ça, et pas que, mais je ne voudrais pas trop déflorer le sujet. Donc Camille, je te laisse la parole. Je vous redis qu'à l'issue de cet après-midi, nous vous invitons pour un pot en bas. Il y aura à boire, à manger, et puis on pourra poursuivre les débats initiés ici. Bon après-midi. Merci Rémi. Tu peux Merci, bienvenue à toutes et à tous pour la poursuite de nos échanges dans le cadre de cette 7e journée de Matière à penser. Bienvenue également à celles et ceux qui sont dans la salle virtuelle d'Arte où vous pouvez suivre tous les échanges de la journée. On a choisi pour l'étude de cas un premier film qui s'appelle « C'est comme ça », dont j'ai le plaisir d'accueillir la réalisatrice, Sarah Bélanger. Bonjour Sarah. Bonjour, merci beaucoup. Premier film et premier exercice d'en parler comme ça. Oui. Mais tout le monde est très accueillant. Produit par Maël Mingui. Maël, tu es producteur, alors cofondateur des Nouveaux Jours. Tu m'as dit de préciser que c'était une scope de production. C'est important. À Nantes, et également producteur au sein de 1001 films à Rennes. Sarah, tu es chef opératrice, réalisatrice. Tu es filmeuse surtout, et c'est ce qui a créé en fait ce premier film. Tu es au départ vraiment une réalisatrice filmeuse. C'est comme ça a été diffusé sur France Télévisions l'été dernier. Il avait été soutenu notamment à la SCAM par la bourse Brouillon d'un rêve en 2023. C'est un film qui va nous permettre d'élargir la réflexion autour du thème de comment filmer le travail. Je dirais plutôt comment raconter le travail. Il a fait écho à plusieurs moments avec des réflexions qui ont émergé ce matin. Donc c'est assez intéressant pour celles et ceux qui avaient écouté. Il y avait des questions que je pensais te poser qui se sont ajoutées ce matin en écoutant les interventions. Je vais vous proposer pas une bande-annonce parce que je trouve que ça déflore trop le film d'une façon qui n'est pas la bonne. Je vais vous proposer un premier extrait, comme ça on rentre un petit peu dans ce que c'est que le film, et après tu nous raconteras un peu la genèse de ton travail. Donc la régie, s'il vous plaît, on va montrer l'extrait numéro 1. Répétait souvent qu'elle n'avait pas d'imagination. Elle me disait « Je sais exécuter, mais je ne sais pas inventer ». T'aurais pas voulu faire couturière? Si. Petite, j'étais coutureuse. J'aimais la couture, toute petite. Quand maman cousait, j'aimais bien ça. À plus grande, j'ai quand même dit couturière. Mais j'avais demandé à papa. Mon frère Gilbert, lui, était parti faire des études, mais il travaillait et il étudiait. Ils n'ont pas payé d'études. Et puis moi, j'ai dit, je voudrais être couturière. Maintenant, on n'a pas les moyens. Il faut que tu ailles travailler, gagner de l'argent. Donc, je n'ai jamais été couturière. T'es rentré quel mois à l'usine? Tu te souviens du mois d'avril. Ah, au mois d'avril? Le 5 avril 1958. Ça fait... Là, on est en avril? Oui, mais il est passé le 5. Oui, on est le 10. Oui. À l'époque, on a été embauché sans CV. Je n'avais jamais fait de CV de ma vie, je ne sais pas ce que c'est pour moi. On nous convoquait, on nous entretenait de 1 heure ou 2, et vous viendrez demain. Et c'est quoi le premier truc qui t'a marqué en arrivant? La sonnette. 7h30, on commençait. Premier coup de sonnette, c'était à 29. Deuxième coup de sonnette, c'était à 30. À 30 piles? Pile. Elle est précise, Marie-Jo. Très précise, oui. C'est au tout départ, ce film est né de ton envie de la filmer, avant même de penser le travail. Qu'est-ce qui t'a amené ensuite vers ce projet?
Oui, en fait, au tout départ, moi, c'est comme ça, c'est devenu un film avec le temps. Mais au départ, j'avais pas forcément l'ambition en fait de faire un film. Moi, je viens pas en plus du documentaire, je suis technicienne, mais je travaillais, principalement avant dans le spectacle vivant. Et voilà, moi, ce que je voulais faire, c'était des clips. J'ai grandi devant MTV, donc je voulais absolument faire des clips. Et en fait, quand j'ai commencé, en fait, ma grand-mère est tombée malade en 2019. Elle a été vraiment paralysée. Elle a été elle a été très, très empêchée à ce moment-là, hospitalisée pendant 8 mois pour de la polyarthrite, vraiment ces douleurs. Et je pense qu'à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'elle était fragile et qu'elle pouvait peut-être mourir. Et là, ça m'a un peu... Voilà, je me suis dit, il faut que j'en garde une trace. Mais c'était un peu plus pour moi, comme un peu les petits-enfants font avec leurs grands-parents, quand on a eu la chance, en tout cas, d'avoir une bonne relation. Et en fait, du coup, voilà, petit à petit, je l'ai enregistré. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai découvert toute son histoire en tant qu'ouvrière, en tant que militante aussi, parce qu'elle a milité pour les droits des ouvrières. Et en fait, voilà, le fait de découvrir ça, ça m'a énormément émue parce qu'on n'en parlait pas du tout. Je savais vaguement qu'elle avait travaillé à l'usine, mais ça s'arrêtait là. Et le fait de découvrir tout ça et surtout de se rendre compte qu'il ne reste plus rien aujourd'hui, parce que je le dis dans le film, mais l'usine, elle a été détruite et toutes les archives des ouvrières ont été détruites aussi. Et voilà, ça a attisé petit à petit ma curiosité, quoi. Et c'est quand j'ai acheté une caméra et que j'ai commencé à la filmer, où là, voilà, avec son naturel et ce que ça crée entre nous, le fait de fabriquer ce film ensemble, où je me suis dit, voilà, faut que j'en fasse un film. Où est-ce qu'elle travaillait précisément ? Qu'est-ce qu'elle a fait dans sa vie ? Eh ben, elle était ouvrière donc, dans une usine textile à Angers qui s'appelait Excelsa. Donc, c'est une usine c'était une usine assez grande quand même. À l'époque, il y avait plus de 500 ouvrières et elle était à la presse. Donc, c'était une espèce de grande machine comme ça à vapeur où elle devait faire ce même geste tous les jours pour repasser les pulls. Voilà. Et donc, elle a été aussi déléguée syndicale au sein de cette usine. Alors, dès le début, donc là, c'est une scène vraiment assez au début du film. On te voit à l'image avec elle, on vous voit ensemble coudre. C'est elle qui t'a appris à coudre ? Oui. Voilà. Donc, ensemble, vous répétez quelque chose qu'elle t'a appris, et toi, tu t'en sers quelque part pour délier sa parole. Alors, une parole qui a l'air d'être facile, mais est-ce que tu as l'impression que de vous mettre ensemble en scène, ça vous a permis de démarrer comme ça cette espèce de compagnonnage qu'allait donner le film ? Ah, complètement. En fait, c'est vrai. Il y a vraiment de ça. C'est que moi, j'ai toujours été très proche de ma grand-mère et on a toujours fait pas mal d'activités manuelles ensemble, donc, dont la couture. Et en fait, le fait de lancer ce film ensemble, il y avait un côté, en plus, comme moi, c'était mon premier film, que j'étais parfois un peu en galère entre le son, l'image, tout ça, et que j'essayais de poser ma caméra au bon endroit. Je pense que ça a créé quelque chose de l'ordre de continuer de fabriquer des choses ensemble. Et comme aussi, je crois que c'est marrant parce que c'est vrai que notre relation avec ma grand-mère, mais même avec mon père plus tard dans le film, elle se crée vraiment autour du fer, comme tu dis. Je pense que ça vient aussi... ma grand-mère, elle a vraiment une valeur travail qui est très forte, du fait d'avoir commencé à travailler très tôt. Elle a commencé à travailler à 12 ans, à l'usine à 20 ans. Et du coup, de me voir comme ça, essayer de faire ce travail-là, d'essayer de mettre beaucoup d'implication et de précision, comme elle aime bien aussi faire, je pense que ça l'a embarquée, en fait. Même si au final, c'est cette valeur-là que moi, j'ai beaucoup remise en question, même au moment du film, on en parlait pas mal avec Maëlle. C'est quelque chose que j'ai beaucoup mis à distance en me positionnant politiquement, en fait. Mais c'est ça qui a fait que l'entrée par le travail, par mon travail avec son travail, ça a permis vraiment de rentrer dans l'intime, en fait, paradoxalement, en passant par le faire, par le travail. Alors, tous les deux, vous êtes rencontrés sur ce projet, Maëlle et toi. Quelles étaient, toi, tes premières impressions quand elle t'a parlé de ce qu'elle voulait faire, en fonction du stade où elle en était quand elle t'a rencontré ? C'est intéressant de poser la question comme ça. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est que je produisais déjà des films autour du monde du travail, de l'engagement aussi. Ce qui était intéressant, déjà, au-delà de l'histoire intime, personnelle, qui était forte, il y avait un aspect formel dont on parlera tout à l'heure, mais il y avait aussi le bassin ouvrier qui était documenté. C'est-à-dire que ce qui était vraiment important, c'est qu'on a fait beaucoup de films sur des bassins ouvriers extrêmement forts, extrêmement déjà documentés, que là, c'est des usines plus discrètes dans les villes. Il y a une zone qui n'est pas très loin, qui s'appelle les Mauges aussi, on parle du pays des usines à la campagne, où les combats ouvriers sont beaucoup plus difficiles à mener, parce qu'effectivement, c'est des entités plus petites, où les syndicats sont un peu moins forts. Donc,
où il y a une sorte en plus de paternalisme un peu patronal qui s'exerce de façon plus évidente. Donc la lutte de Marie-Jo, elle était extrêmement intéressante parce que elle-même avait invisibilisé la lutte pour elle, pour sa famille, voilà, dans le film. Mais j'ai l'impression qu'elle avait été aussi absente des récits documentaires que j'avais pu voir. Donc moi, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est ce regard sociologique. Voilà. Et puis en plus, il y a une dimension dans ce que décrit Sarah qui est intéressante, et je trouve que voilà, ça s'appelle comment filmer le travail, et je trouve que c'est comment la filmeuse travaille qui était intéressant. Et donc là, il y a vraiment une démarche de co-construction avec Marie-Jo qui était faisable. On le sait, on va dire, un film sur ses grands-parents, c'est devenu quasiment un genre en soi. L'idée, c'était d'aller au-delà du genre en soi et de mettre le travail aussi de filmage à l'intérieur du processus créatif. Et c'est ça qui était très intéressant aussi à travailler avec Sarah. Alors, on va passer le deuxième extrait pour un peu essayer de comprendre, il est assez court, hein, mais la question des traces. Qu'est-ce qui a finalement généré ensuite le dispositif de filmage ? Départemental de Maine-et-Loire, bonjour. Oui, bonjour madame. Je vous appelle parce que je recherche des archives sur une usine à Angers qui s'appelle Excelsa. Enfin, qui est fermée aujourd'hui, mais... Il faut voir avec les archives municipales d'Angers. Vous êtes là aux archives départementales. Mais c'est qu'on m'avait dit d'aller plus aux archives départementales, parce qu'aux archives municipales, il n'y a rien en fait. Ah, ils ont rien? Non. Vous avez demandé au siège social, là, dans le Nord? Ouais. Ils n'ont rien non plus? Non. Alors, ils n'ont rien à voir, effectivement, s'ils ont détruit, malheureusement, oui, malheureusement. Alors, il n'y a plus rien, problème. Comment faire? C'est ça. Ça a été vraiment, dès le départ, la question, je pense qu'on s'est posé, parce qu'au final, on s'est rencontrés avec Maëlle, j'avais déjà testé un dispositif en montage, mais qui ne fonctionnait pas, avec des archives qui venaient d'autres usines, que j'avais pu trouver un peu à droite, à gauche. Et en fait, c'était bizarre, parce qu'elle nous racontait son histoire, elle témoignait, elle était très présente et précise. Et du coup, on avait ces images-là qui devenaient très abstraites. Et donc, on a vachement réfléchi ensemble sur comment matérialiser en fait, ce passé dont il ne reste plus rien. Et moi, je sais que c'était venu... d'une scène que j'avais pu filmer avec elle, parce qu'en fait, là on le voit pas mal, il y a pas mal de travaux, et en fait ma grand-mère vit à Verneau, donc c'est un quartier, c'est un ancien quartier populaire à Angers, c'était vraiment un quartier ouvrier qui est depuis 10 ans en pleine rénovation, gentrification. Aujourd'hui on peut faire des brunchs dans sa rue, alors qu'avant c'était vraiment la no-go zone dans la banlieue d'Angers, quoi. Et donc moi ça m'amusait de la filmer un peu dans ce quartier qui change, il y a sa petite maison ouvrière qui reste bien debout, et avec ses grues, les personnes qui passent, qui font plein de... Voilà, il y a plein de terrains vagues un peu autour. Et en fait, une fois, elle m'a raconté... justement, on parlait de la presse, on se baladait dehors, et elle a mimé les gestes de la presse dans un terrain vague, dans le terrain vague où j'ai créé le dispositif. Et du coup, de cette image-là, je me souviens qu'on en avait pas mal échangé ensemble. Et c'est presque toute la question, ça a été de comment étendre le dispositif, comment faire en sorte qu'il ait sa propre narration, de cette forme de reconstitution en fait, liée au geste de travail, quoi. On va le regarder comme ça. Après, ouais. Tu vas nous expliquer on va regarder le troisième extrait. C'est un ordre parfait.
Alors, les presses, c'était des grandes machines avec un plateau manuel. Il fallait le descendre. Alors, tu installais tes pulls sur le plateau du bas, en fait. Je mettais mon pull là, je faisais attention à mon encolure. C'était peut-être une encolure profonde, 15 cm, mais ça pouvait être une encolure de 13 cm aussi. Donc, on mettait nos manches comme ça, mesurer la longueur de nos manches. Il fallait sauter pour attraper le plateau supérieur pour écraser le pull, et on avait au pied, il fallait chauffer la vapeur. Et ça c'était très très chaud. Ça nous sortait partout, il fallait tenir le coup. Hein. Donc, il fallait faire... alors au début, j'ai pas dû les faire, mais au bout d'un moment, il fallait que je fasse, je crois que c'est 280 pulls à installer. Pull ou gilet droit, pull pointe, pull rond, col rond, ou des gilets droits. Il fallait installer comme il faut le pull. Nous étions payés au rendement, ça s'appelle comme ça le rendement, la pièce autrement dit. Si tu en avais fait 200, tu touchais tant. Si tu en avais eu 230, tu touchais un peu plus. On était chronométrés, et si on y arrivait trop facilement, le chronomètre revenait avec les chronométreurs, et on nous baissait les prix. Donc il fallait qu'on fasse gaffe, nous, à pas aller trop vite quand on nous chronométrait, mais pas trop ralentir non plus, parce que c'est cher chronométreur, on l'aurait vu. Ah, les bobines de fil. Ah, c'est super. Ouais, t'as vu, j'en ai trouvé plein. Ah oui. Oui, bah, c'était des cônes comme ça, tu vois, nous on avait ça. Merci. Alors, est-ce qu'elle s'est laissée embarquer facilement dans ce que tu lui... C'était une sorte de proposition que tu lui as faite. Comment elle a réagi quand tu lui as dit je t'emmène refaire les gestes? Je ne sais pas comment tu lui as présenté la situation. Bah ouais, un peu ça en fait. Enfin, je lui avais dit je vais te remettre en scène sur un terrain vague à côté de chez toi, tu vas refaire les gestes de l'usine. Elle y croyait pas du tout. Même quand elle est arrivée sur le plateau de tournage au départ, elle regardait comme ça, elle était bon. Voilà, elle a voulu me suivre parce qu'elle voyait que ça me faisait plaisir en fait et que j'y croyais à fond et que voilà, j'y passais aussi beaucoup de soins et beaucoup de précision comme elle aime bien aussi pour faire mes bons cadres. Et regarde, tu vas te mettre ici avec la lumière, ça va être super. Et donc je pense que c'est ça qui a fait que ça l'a embarquée. Mais en soi, non, elle y croyait pas. Enfin, elle disait mais voilà, sur un terrain vague, on va jamais voir ce que c'est une usine. Mais voilà, comme je sais pas, je pense qu'elle s'est quand même laissée embarquer parce que par envie de me faire plaisir déjà et parce que ce que je disais tout à l'heure, je pense que comme on était vraiment dans le faire toutes les deux, dans la fabrication, dans comment fabriquer finalement le film, le fait de comprendre ça lui donnait envie en fait. C'est ce que j'ai ressenti en tout cas.
C'est le fait que tu aies d'abord beaucoup filmé le théâtre qui t'a donné envie comme ça de matérialiser son travail de cette façon ? Je pense que oui, ça a forcément influencé le fait d'avoir été justement beaucoup dans le milieu de la musique et du spectacle vivant avant. Oui, je vois qu'en effet, ça a eu une influence dans peut-être la création de ce dispositif-là, ouais, clairement. Surtout, il y a des scènes aussi qui sont... dans ce dispositif, du coup, dans le film, il y a des scènes qui restent très documentaires, où ça permet un peu aux personnages de certaines scènes, peut-être qu'on verra après. Et il y en a d'autres qui sont beaucoup plus oniriques, où il y a un vrai travail de lumière, parce qu'on tourne de nuit. Et ça, clairement, oui, c'est vrai. Ça vient, je pense, vraiment de mes influences en spectacle vivant. Justement, tout ce qui est clip, musique, ce que j'ai pu faire avant de faire ce documentaire. Ouais. Ça, ce dispositif-là, c'est quelque chose dont vous aviez pas mal parlé ensemble. Toi, Maëlle, de ton œil de producteur, ça te semblait important à accompagner ou à encourager ? Alors, c'est vrai que ce qui était intéressant, c'est un film d'histoire au présent. D'habitude, on convoque effectivement naturellement les archives. Et là, je trouvais que le défi était vraiment hyper intéressant. Et d'ailleurs, je me souviens que quand on avait discuté au début, on s'était dit rapidement, tiens, mais ce dispositif-là, c'est l'élément un peu finalement majeur un peu du film. Et on a passé quand même beaucoup de temps à réfléchir à comment le doser. Ce terrain vague n'a pas toujours été là. D'ailleurs, on a même eu peur qu'il soit bâti à un moment donné un peu trop vite. Donc, c'était vraiment intéressant. Mais pour rebondir sur ce que tu disais, Sarah, ce qui est très touchant aussi, c'est que dans la fabrication du film, qui a été un peu longue, même si les bonnes fées se sont penchées dessus à certains moments, il y a aussi la santé de Marie-Jo, qui était un peu en filigrane, et qu'effectivement, elle n'a pas toujours eu une énergie comme on la voit dans le film. Et ce qui était assez fort, c'est que même si elle a hésité avec le dispositif, ce film-là l'a remise sur pied, en fait. C'est ça qui est hyper touchant, en fait, dans le projet, c'est que c'est en refaisant ces gestes qui l'ont un peu martyrisé, effectivement, tout au long de sa vie, à la fois temporellement, mais aussi dans sa chair. En travaillant avec toi, Sarah, sur ce film-là, ça l'a remise en énergie, et ce qui fait qu'après, elle a suivi le film aussi dans des projections. C'était hyper beau, alors qu'on a eu très peur à un moment donné. Et c'était juste, ça renvoie quand même une image de à quel point son corps était marqué par le travail, les mouvements, et que le fait de les refaire plutôt que d'être une convocation négative est devenu une convocation positive, alors que ça a été très meurtrissant pour elle dans sa carrière. Donc c'était vraiment touchant, ce parallèle-là. D'ailleurs, on voit à d'autres moments du film, on la voit faire des mouvements de gym, etc. Il y a quelque chose de très particulier dans le corps, justement. Est-ce que c'est un élément qui, toi, t'a donné envie, justement, de reproduire le geste, c'est-à-dire de voir comment elle était on ne l'a pas mis dans les extraits, mais on voit une scène où on comprend que tous les matins, elle fait ses mouvements de yoga ou de je sais plus. Oui, c'est ça. Ouais. Bah oui. En fait, finalement, le fait de plus avoir aucune trace de cette usine-là, plus de lieux, plus vraiment de personnes pour témoigner, parce que ses collègues, elles sont plus en possibilité de le faire. Voilà, plus de documents, plus rien. Ça, finalement, la seule archive qui me restait, c'était elle et son corps. Et en effet, Marie-Jo, après qu'elle a eu cet épisode un peu compliqué en 2019, elle s'est remise à faire justement sa gym tous les matins pour plus avoir de problèmes d'arthrose. Mais en fait, c'est ce qui est un peu terrible d'ailleurs, c'est que finalement, l'arthrose qu'elle a eue à force de faire ce geste-là, là, qu'on voit dans l'extrait, pour se soulager son arthrose, elle doit refaire le même geste. Il faut qu'elle se remette à faire le même mouvement, sinon ça se resclérose, quoi, parce que les cartilages ont été atrophiés. Et donc oui, je pense que ce dispositif-là, clairement, moi, ce que j'aime bien aussi dans le côté assez théâtral, très minimaliste, et le fait que ce soit comme ça implanté sur un terrain vague, c'est aussi que finalement, ça met vraiment l'accent sur l'essentiel, en fait, le corps, et juste cette répétition-là, et son corps qui est là, et je pense que c'est ça, c'est que finalement, de ce que tu disais, ça aurait pu être un peu peut-être pathos ou en tout cas dur. Et moi, c'était vraiment pas le film que j'avais envie de faire. J'avais pas envie d'euphémiser la violence qu'elle avait vécue, bien sûr, mais je crois que ce dispositif-là, il me permettait aussi de montrer cette violence sans non plus, que ce soit assez brut et que ce soit pas forcément quelque chose de très lourd et très dur, parce que
Parce que voilà, il n'y a pas besoin de beaucoup pour montrer justement la dureté de ce que c'était. Juste en montrant comme ça ces gestes répétitifs, on comprend ce que c'est que d'avoir passé 35 ans de sa vie à refaire toujours la même journée, toujours la même chose. Voilà. Tout à l'heure, Maëlle, tu as parlé de dosage. C'est quelque chose qui est assez important quand on crée un documentaire à dispositif. Si on pouvait catégoriser comme ça les documentaires, c'est justement de bien doser pour pas que les scènes soient factices quelque part. Quand on avait discuté un peu du film en amont, tu me disais que justement cette question de dosage était importante pour que ça reste documentaire, c'est-à-dire que ça ne soit pas des bouts de fiction. Comment tu as réussi ça, à un peu bien le disséminer ? En fait, je pense que oui, dès le départ, c'est vrai que quand on ouvre comme ça un dispositif de reconstitution, on peut partir dans beaucoup de directions, on peut pousser le curseur très loin. Mais pour moi, c'était évident que le cœur du film, c'était quand même les scènes que je filmais avec elle, toute seule, chez elle. Et je voulais pas qu'il y ait une rupture entre ces deux univers, en fait. J'avais vraiment envie que ce soit lié et qu'en tant que spectateur, on n'ait pas la sensation tout d'un coup de sortir et être dans un tout autre dispositif, qu'on se demande qui est derrière la caméra, etc. Donc pour moi, il fallait vraiment rester dans ce côté assez modeste, en quelque sorte, pas forcément amener beaucoup d'effets. Et je voulais aussi vraiment que ce dispositif-là, même si voilà, ça permet quelques scènes un peu oniriques à des moments, ça reste documentaire, que ça fasse avancer la narration, et comme disait Maëlle, que ça la remet en action et qu'on le sente aussi dans le film, que ça fait évoluer les relations entre les personnes, quoi. Oui, ce que je voulais ajouter, ce qui était important aussi, c'était d'ancrer dans le territoire cette usine, ou de la réancrer. C'est-à-dire que du coup, à l'époque du travail de Marie-Jo, ces usines étaient dans un territoire qui était plutôt dans la ville, ou en tout cas très visible dans l'espace public, et que c'était important de resignifier ça à ce moment-là. Ça me fait penser à l'extrait qu'on a vu ce matin avec Joseph Pontus, où en gros, on voit bien qu'aujourd'hui, les usines, elles sont à l'écart des villes, elles sont en plus engrillagées, on va dire, dans de la tôle, et que du coup, cette condition-là n'est même plus visible. Ça me fait penser complètement à la condition carcérale aussi. Avant, les prisons étaient dans les villes, aujourd'hui, elles ne sont plus du tout dans les villes, donc ça participait aussi à l'invisibilisation de ce travail ouvrier. Donc l'idée du terrain vague, c'est à la fois montrer une ville en mutation, mais aussi de redire que cette usine-là était au cœur de la ville, là où aujourd'hui s'installent d'autres immeubles. Et qu'effectivement, c'est ce qui a permis aussi, on va dire, d'évacuer ou d'éliminer des dispositifs plus intemporels, en tout cas anonymisés comme ça en termes de lieux. Et c'est là que, du coup, à un moment donné, le déclic, c'est fait, quoi. Alors, tu es allé chercher d'autres paroles aussi dans le film, toujours dans un cercle intime, on va le comprendre. Je vous propose de montrer le 4e extrait. C'est comme ça. C'est ce que me répond ma grand-mère quand je lui pose des questions sur son passé. Je ne l'ai jamais vue pleurer, ni se plaindre de quoi que ce soit. Dans ma famille, on est pudique. Je crois que c'est ce qu'on dit des gens qui ne montrent pas leurs émotions. Mon père s'appelle Max, il a 58 ans. Marie-Jo aurait aimé qu'il fasse du violon et de longues études, mais mon père préférait la moto et la mécanique. Il a d'abord travaillé à l'usine avant de monter une entreprise dans la mécanique de précision. Tu fais quoi, là ? Je suis en train de faire un devis sur des pièces, là. Des pièces en inox. Comme mon père est très occupé, j'ai pris rendez-vous avec lui pour le filmer. Je suis en train de calculer le temps. Je savais que si je lui disais que c'était pour mon travail, il accepterait. Je voulais savoir, tu crois que tu pourrais faire à peu près un plan de l'usine de mamie ? Non, je me rappelle plus. Ah ouais ? Non, parce que c'était grand. L'usine était énorme. Et moi, quand j'ai travaillé, quand j'étais jeune, j'ai dû travailler en juillet et en août. Donc c'est vieux, j'avais 16 ans. Déjà, le site, c'était un vieux bâtiment. C'est maçonné, mais c'est vieux, c'est du début du siècle. Je dis pas que tu as l'impression de rentrer dans une prison, mais tu es quand même inquiet de travailler dans un environnement comme ça.
très clairement, il n'y a pas de baby-foot, il n'y a pas de machine à café. Hein, c'était pas ça. Hein. On voyait bien qu'on était là pour travailler et puis pas déroger à tout ce qu'on nous demandait. On faisait pas le malin quand on arrivait dans cette boîte-là. Et puis on était fliqués, il y a toujours un chef qui passait, soit avec un chronomètre, soit quelqu'un qui allait vous dire que vous n'allez pas assez vite, que les cartons ne sont pas finis. Ouais, c'était pas du travail forcé parce qu'on était payé. Mais malgré tout, c'était pas drôle. Moi, je me rappelle, c'était pas drôle. Moi, le but du jeu, c'était de gagner des sous pour acheter je sais pas quoi. Bref, j'étais jeune, donc j'ai gagné des sous. Malgré tout, je me voyais pas faire ma carrière dans ce métier-là. C'est juste pas possible. Humainement, c'est de la folie. 40 ans après, je me rappelle de certaines choses, mais c'est vrai que cette pression, on la sentait dès qu'on arrivait, en fait. La pression de la direction, de l'encadrement. On avait à peine pointé, c'était une pointeuse. Alors ça, tu connais pas ça, mais tu mets une carte, il y a ton nom, tu pointes, et ça y est, le business, il démarre. Et avec les chiens de garde qui sont derrière, pour savoir si tout se passe bien, si on est dans les clous. Ouais, bon, mamie, elle a fait ça des années, hein. Peut-être qu'on s'habitue. Mais moi, je ne m'habituerai jamais à cette façon-là de travailler. Alors, c'était pas prévu au départ dans le film. Tu n'avais pas forcément pensé ou voulu ou pensé qu'il allait accepter de parler. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller solliciter sa parole? Parce que finalement, il a des souvenirs. Il dit qu'il n'en a pas, mais il a des choses à dire en réalité. Oui, ouais, je pense une certaine pudeur aussi de ma part. Enfin, c'était plus difficile pour moi de filmer mon père que de filmer ma grand-mère, déjà, je pense. Mais je pense qu'à un moment, ça s'est un peu imposé parce que je pense que je sentais aussi que ma grand-mère, elle a tendance à beaucoup féminiser les choses. Enfin, c'est pas pour rien que le film il s'appelle aussi C'est comme ça. Bon, c'est parce qu'en même temps, elle a dû faire avec. Donc, voilà. Donc, elle va avoir tendance à... Quand elle part de l'usine, à un moment, elle dit « Ah, c'était un peu barbant ». Bon, ouais, ok. Et donc finalement, cette parole plus dure sur l'usine, je pouvais pas forcément l'avoir avec elle, enfin à quelques moments, mais voilà, la manière de dépeindre l'usine que je connaissais, en tout cas de mon père, enfin pour le coup, il m'en avait déjà parlé. Voilà, je savais comment lui, il avait vécu les choses en ayant travaillé là-bas, et c'est ça en fait qui m'a dit ok, faudrait que j'aille quand même trouver cette parole-là dans le film. Justement, aussi dans une question de dosage, quoi, parce que dans le film, il y a aussi un ton... on a vachement travaillé là-dessus avec Stéphanie Goldschmidt, donc la monteuse du film, c'est de trouver vraiment le ton du film, parce qu'il y a des moments où voilà, on rigole, on est quand même avec Marie-Jo, c'est quand même des fois des scènes un peu cocasses, même sur le terrain vague, parce qu'elle fait quand même 1m45, voilà, en train de faire ses gestes et de se balader dans son quartier avec son petit caddie. Enfin, voilà, il y a des choses assez drôles, assez légères, et en même temps, voilà, je voulais quand même rendre compte de la dureté de l'usine, quoi. Donc ouais. Je pense que l'intervention de mon père, en tout cas, ça m'a permis de ça. Est-ce que tu as essayé de chercher d'autres paroles, justement, ou c'était volontaire que de rester dans ce cercle intime pour toi? Oui, la question s'est posée. Justement, sur le dispositif, je me rappelle, on avait beaucoup échangé. Est-ce que on fait intervenir venir des personnes, peut-être des ouvrières d'aujourd'hui, sur le terrain vague? Mais pour moi, ça aurait pu être très intéressant, mais ça ouvrait complètement un autre registre de films. Et j'avais quand même envie de rester sur ce film à la première personne, parler de cette transmission au sein de cette famille et de pas... ça élargissait trop et ça faisait... Si c'était des ouvrières qui venaient sur ce terrain-là, parce qu'au final, oui, pardon, je pense à ça, c'est que dans le film, je ne sais pas s'il est montré dans les extraits, mais il y a des moments où il y a des comédiennes qui sont là. Des comédiennes qui sont là, c'est vraiment comme des figurantes qui apparaissent de nuit et qui refont les gestes avec Marie-Jo. Et c'était sur cette question-là qu'on s'était posé la question, est-ce que ça reste des comédiennes? Est-ce qu'on fait venir des ouvrières? Mais du coup, il aurait fallu aussi après les entendre leur voix, savoir qui elles sont. Et voilà, ça partait sur autre chose. Et pour moi, voilà, c'était important que ça reste dans le cadre familial, parce qu'il y avait déjà pas mal de choses à raconter finalement. Oui, ce qu'on pouvait préciser aussi, mais je ne pense pas qu'on l'ait dit, c'est que il n'y avait plus de collègues
de Marie-Jo qui était en capacité de témoigner. Dans le film, il y a justement... Il y en a une qui ne va pas très bien. Et donc, en fait, ce n'était pas seulement l'absence des archives, c'était aussi l'absence des témoins et des personnes qui l'avaient vécu. Et en gros, pour témoigner un peu de toutes les projections qu'il y a eu après avec le film, quand Marie-Jo s'est déplacée avec toi, Sarah, on a senti chez toute la génération, justement, de ton père et la tienne, mais il y avait beaucoup de gens qui étaient de la génération de ton père, donc des enfants de cette génération-là, qui voyaient le travail de leurs propres parents. C'est-à-dire que le discours de Marie-Jo était complètement universel de ces usines un peu modestes en taille. Mais du coup, elle a rendu un peu universel ça avec l'intimité de ce témoignage-là, et que finalement, c'était le pari de la subjectivité et de l'ultra-intimité pour essayer de rendre ça universel. C'est complètement évident ce qu'on dit là, mais quand on est dans la construction du film, on se pose plein de questions. Du coup, on n'est jamais très sûr de tout ça. On va voir le 5e extrait qui commence effectivement avec quelques comédiennes. Est-ce que je te remets? Je te remets comme tu peux. Voilà, c'est bon? Oui, c'est bon. Ah. Parfait. Mais oui, je pense que si j'avais pas eu des responsabilités comme ça, je sais pas si je serais resté toujours à repasser mes pullovers. J'en sais rien. C'était pas très motivant. Et un jour, monsieur Lestienne m'a dit: vous faites la pluie et le beau temps dans l'entreprise, vous. Parce que j'arrivais à entraîner, tu vois, des gens que tu n'aurais jamais pensé il y a quelques années avant. Par la pluie et le beau temps, tu vois, par le dialogue. Un peu une entraîneuse. Madame Bélanger-Marie-Joseph, la parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie de me donner la parole. Je peux vous assurer que moi, mes arguments sont vrais. Vous pouvez aller les faire contrôler par huissier, si vous voulez, puisque vous nous avez envoyé les huissiers. Pourquoi pas? Donc, nous maintenons notre action. Nous allons persister à continuer à faire la grève. Ça va? Tu prendras dans tout ça, tu trouveras. Pas de merci à la fin? Non, non, on ne dit pas des merci, on n'a rien. Il faut attendre qu'ils nous donnent. Alors, en fait, il y a plusieurs choses dans cet extrait, en fait. Donc, effectivement, la présence de certaines comédiennes. Il y en a un autre qu'on n'a pas montré, mais où elles apparaissent davantage. Marie-Jo a eu une activité syndicale forte et importante pour elle pendant assez longtemps. Et donc, je voulais que tu nous en dises quelques mots. Et aussi, je me demandais si c'est une histoire de femme. Ce matin, c'était des histoires assez masculines. Là, c'est une histoire assez féminine qui apparaît, d'autant que tu es à l'image, tu es une femme, donc tu filmes ta grand-mère. Donc, c'est quelque chose dont tu avais l'impression qu'on ne le raconte pas souvent, l'histoire des femmes ouvrières? Oui. Bah oui, clairement. Enfin, quand j'ai commencé du coup à me renseigner sur ces questions-là, parce qu'au début, quand elle m'a dit que l'usine avait été détruite, qu'il restait plus rien, j'étais là, ah mais c'est un truc de fou, mais comment ça se fait? Et finalement, je me suis renseignée, je me suis rendu compte que c'était très commun. Enfin, que voilà, et que les archives elles étaient détruites, donc de ces militantes, c'était pas tant, parce que je dis ces militantes, quand dans les usines textiles, c'était quand même majoritairement des femmes qui y travaillaient. Mais c'était quelque chose de très commun, et c'était pas tant parce que c'était dangereux, mais c'est plus qu'on se disait ça va intéresser personne. Et finalement, elle-même, enfin ma grand-mère, quand je lui en parle, même le film commence comme ça, c'est qu'elle se dit mais ça va intéresser personne ton truc. Et donc oui, moi j'ai vraiment été confrontée au fait qu'il y ait peu de choses là-dessus. Et dans mes lectures, enfin voilà, j'ai pu lire notamment Michel Perrault qui travaillait beaucoup là-dessus et qui avait vraiment mis le doigt sur le fait que c'était des histoires qui étaient très peu racontées et que finalement, ce qui permettait aux historiens, aux historiennes de raconter cette histoire, c'était des fois des choses, des archives beaucoup plus intimes, des correspondances, enfin d'aller vraiment dans l'archive familiale finalement. Donc oui, ça c'est quelque chose qui m'a guidée depuis le début, quoi. Et sur son activité syndicale, bah oui, en fait, très rapidement, donc elle est rentrée en l'usine en 57, 58. Et quelques années plus tard, elle s'est engagée dans l'action syndicale. Et pour elle, ça a été hyper, hyper important, comme pour
je pense, la plupart de ses collègues qui étaient militantes aussi, parce que c'est vraiment ça. Enfin, elles ont toutes arrêté l'école, je ne sais pas, à 10, 12 ans. Ma grand-mère, c'est 12 ans. Et ça leur a vraiment donné des clés pour apprendre à s'exprimer, apprendre à écrire aussi pour certaines, à se défendre et à développer comme ça une solidarité, faire corps. Et donc ça a été très très important. Ouais, ça a créé une fierté chez elle. Dans la scène là qu'on vient de voir, elle est super heureuse, non, de remontrer un peu. Complètement. Bah oui, surtout cette scène-là, en fait, c'est qu'elle défendait les ouvrières, parce qu'il y avait une vague de licenciements, je crois, dans les années 70. Et donc, c'est elle qui avait pris la parole face à l'avocat du coup des patrons. Et donc, là, elle rejoue cette scène-là. Et elle est hyper... elle est fière. Elle est très, très fière. Ouais. Ça, c'était drôle, parce que ça se voyait tout de suite à l'image qu'elle était contente de rejouer ça. Alors, on va montrer un 6e extrait qui va nous permettre de parler d'un autre projet. Mais avant, je vous propose de regarder donc le 6e extrait qui va nous montrer finalement presque une sorte de confrontation entre deux mondes du travail. Je voulais demander une vérification supplémentaire pour voir s'il était possible de faire quelque chose. Malheureusement, elle est rejetée cette demande. On ne va pas avoir la possibilité de réactiver votre compte. J'en suis désolé. On n'a pas de raison, alors c'est parce que visiblement le compte ne respecte, en tout cas ne correspond plus aux critères de qualité et du coup il n'y a pas la possibilité de le réactiver, c'est pour cette raison-là. Malheureusement je suis désolé, je vais rester flou là-dessus parce que je n'ai pas davantage de visibilité dessus et que je peux uniquement voir en tout cas que le compte est désactivé à l'heure actuelle et que c'est une décision qui va donc être définitive. Thomas est embauché comme technicien polyvalent. Sa mission de la semaine consiste à retirer de l'application les livreurs qui n'ont pas d'assez bonnes notes. Oui, vous faites bien de poser des questions. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'était clair pour vous? Je vous en prie, je vous souhaite une très bonne journée, bonne continuation. Merci beaucoup. Au revoir. Je trouve que tu parles bien. Hein, Sarah? Je trouve que je bégaye parfois. Il parle bien, il s'explique bien et poli. C'est important. Il m'a dit très bonne journée à vous, au revoir. Et ben voilà. Et tu as dit vous de même. C'est pas trop dur de passer ces appels-là? Si, c'est dur. C'est dur parce que c'est beaucoup de situations où c'est lourd à annoncer finalement. C'est le travail d'un... Oui, c'est un travail de RH en fait. C'est le travail de quelqu'un qui serait dans un département RH en fait. Sauf que c'est ça tout le jeu en fait avec cette structure-là, c'est que comme la personne n'est pas salariée, la personne n'est pas virée à proprement parler, elle n'est pas licenciée. Et à partir du moment où on considère que c'est un travail à plein temps, oui, annoncer à quelqu'un qu'il est désactivé et qui comptait uniquement sur ce travail-là pour se nourrir, lui, sa famille, payer son loyer, en fait, on annonce à la personne qu'elle est virée. Mais c'est d'autres termes, en fait. On utilise d'autres termes. Donc, ça revient au même. Et c'est un ticket de fait sur les 40 de la journée. Qu'est-ce que t'en penses, toi, mamie? C'est comme quand on disait on va déconstruire plutôt que de démolir. Oui, c'est ça. C'est mieux le mot. On va vous remercier plutôt qu'on va vous revirer. Voilà. Donc on change le terme, mais le résultat est le même. C'est ça. Désactiver. C'est comme... on voit ça des fois sur mon PC, désactiver. On va désactiver la machine à laver. Ouais. Tu vois, on va l'arrêter. En fait, ça reste un peu parce qu'on repense au fait qu'on va devoir rappeler les personnes et c'est pas agréable, quoi. Je sais que j'ai des collègues qui ont peut-être plus de recul là-dessus, mais moi, je l'ai pas, en tout cas. À aucun moment, je me suis dit que j'allais appeler des gens pour leur dire qu'ils allaient être virés, quoi. C'est surtout ça. Mais c'est pas de ta faute, ça. C'est parce qu'on t'a ordonné de le faire. C'est pas ta décision, c'est pas comme... Mais parce que je suis quelqu'un de polyvalent. Donc je peux bien faire ça aussi. C'est comme ça. On nous a expliqué que dans notre contrat, on pouvait être amené à avoir des tâches différentes. Du coup, si appeler des gens pour leur dire qu'ils sont désactivés, c'est une tâche comme une autre, oui, on doit le faire, en gros. Donc voilà. Alors, qui est à l'image? Tu nous racontes un peu... C'est mon petit frère Thomas. Alors, Thomas travaille pour un call center. C'est un nomade
du travail, hein. Il est en télétravail tout le temps? Non, il a des semaines de télétravail qui sont imposées, mais il n'est pas tout le temps en télétravail. Ce qui est assez intéressant, c'est que on sent dans ce qu'il fait une forme de nouvelle violence dans le monde du travail, une violence qu'on comprend assez facilement en 2025. Marie-Jo, elle est gentille, en fait. Elle le regarde avec beaucoup de gentillesse, alors qu'on aurait pu se dire qu'elle pourrait critiquer, non, ce qu'il fait. Qu'est-ce qui se joue, là, selon toi, dans cette scène-là? En quoi elle t'a semblé être intéressante pour le film? Déjà, moi, ça me semblait intéressant de filmer mon frère parce qu'il y avait quand même cette question de, comme le disait tout à l'heure Maëlle, c'est faire un film. Enfin, finalement, j'essaye de convoquer le passé, mais pour comprendre le présent. Donc là, ça permettait un ancrage dans, OK, est-ce que les choses ont évolué aujourd'hui? A priori, pas trop. Mais donc, c'est vrai qu'avec ces nouvelles formes de travail, ces technologies qui sont différentes, ça me permettait d'avoir cette ouverture grâce du coup, au travail de mon frère. Et après, cette scène, oui, en effet, après, elle est quand même assez... Moi, je la connais, donc peut-être que c'est parce que je le sais, je ne sais pas, mais elle est quand même critique. Après, je pense qu'elle sait aussi qu'à ce moment-là, mon frère, c'est ce qu'il dit, c'est que se retrouver dans la position de virer des gens, alors que c'était pas ce qu'on lui avait... Enfin, quand il a été recruté pour faire ce travail, c'était absolument pas quelque chose qu'il devait faire. Enfin, il devait juste répondre à des appels de clients comme ça. Et il s'est retrouvé à faire ça parce que c'est caché derrière voilà, ce qu'il dit technicien polyvalent. Donc, tiens, finalement, ça rentre dans ta fiche de poste. Et donc ma grand-mère, je pense qu'elle est très consciente de ça. Elle sait à quel point aujourd'hui, parce que c'était déjà un peu le cas à son époque, mais à quel point c'était très pernicieux comme système et que c'est pas c'est pas de sa faute à lui. Voilà, après il peut choisir de démissionner ou pas, mais bon, je pense qu'elle est contente et rassurée du fait qu'il ait enfin trouvé un travail parce qu'il a beaucoup galéré. Et que là, il a un CDI, donc elle est quand même aussi, elle est dans le stress que de qu'il perde ce travail. Et elle sait aussi très bien ce que c'est d'avoir un travail pour lequel on se lève tous les matins et qu'on n'a absolument pas envie de faire. Et je pense qu'il se retrouve à ce moment-là, malheureusement, dans cette situation. Donc je pense que c'est pour ça qu'elle a cette réaction peut-être... où elle est très critique et en même temps, elle veut pas lui appuyer sur la tête non plus, quoi. Ça reste son petit-fils aussi, en plus. Mais oui, c'est sûr que ça pose plein de questions. Et moi, c'est pour ça que je trouvais ça intéressant, parce que je pense que ça nous est presque tous et toutes arrivé dans la même famille, au sein de la même famille, avoir des personnes qui ont des travails qu'on ne comprend pas, qui ne sont pas forcément dans nos valeurs, où on sait, surtout à 2 générations d'écart, des fois, il y a des choses qui se répètent, l'histoire se répète et on n'en a pas toujours conscience aussi. Donc, je trouvais que ça disait beaucoup de choses, en tout cas. C'est une scène qui a été reçue assez différemment en fonction des projections du film. Qu'est-ce qui t'en a été dit? En fait, oui, c'est ça. C'était assez, peut-être pas clivant, mais en fait, soit il y a des personnes qui ont trouvé cette scène justement intéressante sur ce que ça soulevait du rapport au travail et même au sein de notre famille aujourd'hui, qui questionnaient le rapport au travail aujourd'hui et à cette nouvelle forme de violence, comme tu disais. Et en même temps, il y a des personnes, quelques personnes en tout cas, à l'issue de projection, qui m'ont dit « Ah, mais mon Dieu, mais il est monstrueux, votre frère, comment c'est possible qu'il fasse un travail pareil ?» Et donc moi, ça m'a... Ouais, ça a été quelque chose que j'ai pas forcément très bien vécu, parce que je le voyais vraiment pas comme ça. Même si, bien sûr, je défends pas l'entreprise pour laquelle il travaille, mais évidemment, et j'espère qu'il trouvera peut-être autre chose plus tard. Mais voilà, moi, j'avais pas cette lecture-là des choses, donc c'est vrai que ça m'avait un peu désarçonné. Toi, Maëlle, tu la vois comment, cette scène? Bien, parce que nous, dans la construction du film, c'était complètement une autre réflexion. Ce film, c'était aussi refaire famille autour du travail. Et comme tu l'as dit, ton père n'était pas prévu dans le film au départ. Donc, il y a vraiment cette espèce de trajectoire familiale qui traversait le film. Et ça, c'était... je pense, le propos premier en fait narratif qui était là et qui n'était pas prévu. Après, effectivement, quand on relit avec du recul, c'est-à-dire que partir d'une usine à Angers qui a disparu sur une activité textile qui s'est complètement délocalisée, jusqu'à quelqu'un qui travaille pour des plateformes plutôt internationales, c'était assez inattendu quand même. Voilà. Donc moi, je trouve que que ça frotte, c'est plutôt intéressant parce que ça re-questionne, c'est-à-dire que du coup, on idéalise des luttes ou alors on va parler d'un passé et qu'aujourd'hui, finalement, le regard
sur cette jeunesse qui travaille pour ces plateformes-là est assez peu questionnée. Enfin, en tout cas, on va la questionner de certaines façons et pas à cet endroit-là. Donc, non, c'était vraiment... Enfin, moi, je la lis comme Sarah et comme toi. Alors, c'est ce qui t'a donné envie du deuxième projet sur lequel tu es en train de travailler. Donc, Sarah est en train d'écrire et de développer avec Maëlle un deuxième film sur le monde du travail. Tu veux nous en dire quelques mots? Justement, c'est sur ton frère et ses collègues. Oui. Bah oui, en fait, déjà, cette idée-là, elle est née au moment du montage de C'est comme ça, parce que j'avais tourné donc cette scène qu'on vient de voir, mais j'en avais tourné d'autres. Un entretien avec mon frère où on discutait justement de notre rapport au travail tous les deux. Une autre scène avec ma grand-mère que j'aimais beaucoup, mais bon, voilà, pour des raisons de montage, elles n'avaient pas leur place dans le film, parce que ça reste quand même Marie-Jo, ma grand-mère, qui porte le film. Donc déjà, à ce moment-là, le fait de faire le deuil de ces séquences-là, ça me trottait un peu dans la tête. Et puis, le fait de... Ouais, justement, les débats que ça a suscité après les projections, d'en parler avec d'autres collègues réalisateurs, ça m'a vraiment donné envie de... Enfin, l'interprétation que certaines personnes pouvaient en faire, ça m'a vraiment envie de... Ça m'a donné envie de creuser plus, quoi, parce que j'avais l'impression... Enfin, dans ce qu'il disait, que c'était un peu voilà, des jeunes sans aucune conscience politique, des gros beaufs qui veulent juste se bourrer la gueule pour pas cher au Portugal. Alors que les choses me semblent... Voilà, ils travaillent au Portugal et les choses me semblent un peu plus complexes que ça. Donc c'est pour ça que voilà, j'ai eu envie de... Donc c'est encore frais, hein, parce que ça fait pas très longtemps que je travaille dessus, mais de rencontrer aussi d'autres personnes. Donc il y a mon frère qui est toujours au Portugal, qui travaille toujours là-bas, et j'ai rencontré certains de ses amis aussi avec le temps. Et donc là, j'essaye de rencontrer des nouvelles personnes qui ont qui travaillent pour finalement des entreprises différentes, parce que les call centers, ça sous-traite pour plein de très grosses entreprises. Donc il y a Meta, Uber, TikTok, Amazon, enfin voilà. Tout ça. Et des noms voilà. qui nous font plaisir. Voilà, plein de choses qui nous font plaisir. Et ça va à la fois, il y a le centre d'appel, donc c'est répondre aux appels des clients, par exemple, qui n'ont pas reçu leur commande ou leur pâte carbo était froide, donc comment gérer ça, à des fois des personnes qui modèrent du contenu violent aussi sur les réseaux sociaux, donc ça c'est des trucs vraiment... Enfin voilà, ils modèrent vraiment des trucs très très, très, très violents. Et voilà, donc j'essaye de suivre un peu ces différentes personnes. C'est presque comme tu parlais du fait qu'il te manquait à toi une histoire de ces femmes ouvrières. Là, tu as l'impression qu'il te manque une histoire aujourd'hui de la jeunesse et enfin, je dis jeunesse, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon, des 20, 25 ans, et de son rapport au travail. Oui, ouais. Je pense en tout cas, j'ai toujours envie d'être dans cette question de... Ouais, questionner le rapport au travail. Et je pense que finalement, même si au départ je pensais partir sur quelque chose de très différent de C'est comme ça, on en discutait, c'est marrant avec Maëlle la dernière fois, c'est qu'il y a des questions qui reviennent quand même. C'est un peu la question de... pour eux, ils sont un peu dans un C'est comme ça aussi aujourd'hui, parce qu'ils ont fait ce choix de partir au Portugal. Il y a plein de profils différents en vrai. Ils viennent d'horizons très différentes, mais il y a tout le temps l'idée un peu de fuir quelque chose. Et pour certains, ça va être voilà, une forme de précarité. Enfin, il y en a une avec qui je suis pas mal en contact qui me racontait qu'elle vient d'une famille très modeste. Elle a fait des études de droit, un master. Elle s'attendait à, voilà, ça y est, prendre l'ascenseur social. Et que finalement, tout ce qu'on lui a proposé après, c'était que des stages ou des boulots au SMIC payés à Paris, enfin payés au SMIC à Paris, donc où elle ne pouvait pas se loger, etc. Et donc, il y a un peu toujours cette idée de trouver un peu un échappatoire ou de fuir quelque chose. Et donc, ouais, c'est ça qui m'intéressait en fait, de rendre compte aujourd'hui. Est-ce que c'est comme ça? La question du choix en fait. À quel moment tu décides? Quelles histoires aussi tu te racontes par rapport au travail en fait pour continuer d'avancer? Alors ça interroge quelque part ton propre rapport au travail, puisque c'est un film qui va forcément être, quelle que soit la forme qu'il va prendre. Qui va forcément être très différent de C'est comme ça, parce que C'est comme ça, c'était ton cercle intime, la maison de ta grand-mère, donc tout est presque facile, presque, hein. Toute proportion gardée. Là, tu interroges une histoire, tu veux raconter une histoire qui se passe pas en France, dans des endroits, donc des call centers, on précisera pas forcément lequel, mais que tu ne peux pas filmer, dans lesquels tu ne vas pas aller filmer. Donc tu cherches d'autres façons de les filmer. On a quelques photos de repérage qu'on peut montrer, parce que c'est quelque part un autre décor. Alors du coup, pardon, 2 questions dans ma question. Déjà, dans quelle mesure toi ça change ta façon de travailler,
puisque on raconte souvent les autres, mais quelque part, ce sont aussi des façons de... toutes ces questions-là montrent aussi comment nous, documentaristes, travaillons. Donc ça, c'est la première chose. Et autre chose, qu'est-ce qui t'apparaît aujourd'hui comme étant intéressant dans ce que tu as déjà vu, les décors, voilà, par exemple, là, c'est pas vraiment très loin de la maison de ta grand-mère. Forcément, ça crée vraiment un univers qui va être très différent, des questions similaires, mais un univers très différent. Qu'est-ce que ça t'apporte en ce moment comme questionnement ou réflexion ? Ça me pose, en ce moment, c'est pas mal la question justement de ma place dans le film. Parce qu'au départ, quand on a commencé à faire quelques petits repérages, moi je suis partie donc, toute seule avec ma caméra et mon collaborateur artistique qui est dans la salle. C'est mon conjoint. Ah, salut. Je vais quand même salut le collaborateur artistique. Ça reste en famille. Hein. Ça reste en famille. Mais voilà, donc j'étais quand même toujours dans ce geste de filmer seule. Et au départ, je savais pas trop comment ça allait se passer parce que j'imaginais quelque chose beaucoup plus en cinéma direct où j'allais suivre comme ça un peu des actions, les suivre eux dans leur groupe. Et finalement, je me suis rendu compte à l'issue de ces repérages-là que ça fonctionnait pas. Et ce qui fonctionnait, c'était quand moi aussi j'étais en interaction avec eux finalement. Parce que... Enfin, voilà, c'est les questions que je me pose, qu'on se pose ensemble, parce que certains deviennent aussi des amis avec le temps, qui font que voilà, c'est ça qui crée aussi du récit. Donc, je pense que l'enjeu, vraiment, là, ça va être en effet de pouvoir développer avec les personnes que je connais moins, quand même une certaine proximité. Et voilà, et donc je pense, c'est ça, c'est un peu l'enjeu du film, de pouvoir garder un peu cet aspect intime qui me tient quand même à cœur, quoi. Parce que pour l'instant, donc on est encore au début, mais je sais que j'ai envie de faire un film de personnages et donc de les suivre un peu peut-être à des endroits où moi je ne serais pas forcément allée, ou en tout cas aujourd'hui je ne m'attends pas forcément à aller par là, mais ouais. Comment tu vois ça toi Maëlle, de ton œil en plus de producteur expérimenté, puis sachant que faire un deuxième film c'est souvent là où les ennuis commencent? Oui, c'est ce que j'allais dire. Bon, j'espère que les ennuis commencent pas. Je trouve que déjà Vous le souhaitez pas tous les deux. Déjà le premier, je trouve qu'il a été assez long à faire. Donc on va se dire que c'était... Non, mais là, c'est vrai qu'on a eu une approche différente. Pour paraphraser ce que disait Sarah, c'est effectivement, moi, ce que je trouve vraiment fort dans l'approche, c'est cette intimité qui est créée. Donc évidemment qu'elle est naturelle quand c'est la famille proche comme ça. Et là, du coup, tout le travail avec les personnages, c'est de recréer cette intimité avec les personnages. Et ça, c'est vraiment un travail au long cours. On parlait tout à l'heure de cinéma d'immersion. Il y a vraiment quelque chose à cet endroit-là. Et ce que je trouve assez juste, c'est que... c'est pour tourner un peu une phrase, c'est qu'aujourd'hui on dit beaucoup quand on veut on peut, alors que là c'est plutôt quand on peut on veut, quoi. Et c'est vraiment une jeunesse qui est confrontée à cette idée du pouvoir ou du non-pouvoir et qui se retrouve à cet endroit-là, et que un peu loin des regards, ils essayent de se recréer aussi une sorte d'espace comme ça, de rapport au travail différent, et ça nous renvoie une image de notre propre travail aussi fort que ce que nous renvoie finalement Marie-Jo, et ça nous renvoie aussi ce qu'on ne veut pas voir, c'est-à-dire que de la même manière qu'on a délocalisé la production de Marie-Jo, on délocalise aussi tous nos problématiques, et notamment l'énorme problème des pâtes carbo qui sont trop froides à la livraison, quoi. J'ai l'impression, mais c'était déjà un peu le cas ce matin, on regarde toujours un peu le travail comme quelque chose de douloureux. Eux et elles que tu vas aller filmer là-bas, tu as l'impression qu'ils sont heureux dans ce qu'ils font, ou ils questionnent eux-mêmes leur propre travail? Ça dépend des personnes. La plupart sont quand même assez lucides, quand même, en se disant... En fait, clairement, pour beaucoup, ils voient ça un peu comme une pause. Et dans beaucoup de discours, ça revient un peu genre, quitte à faire un travail chiant, un truc alimentaire relou, autant le faire au soleil. Enfin, au moins, voilà, c'est un peu le choix du moins pire, finalement. C'est ce que leur promettent aussi les employeurs. Oui, complètement. C'est un peu la promesse de venez. Oui, carrément, ça, ils jouent vachement là-dessus. Enfin, c'est vrai, quand on voit un peu les annonces, t'as l'impression que tu vas vivre un Erasmus, rencontrer plein de gens, d'être à l'étranger et tout. Et en fait, c'est pas ce qui se passe, parce que ils se retrouvent, ils bossent quand même 40 heures par semaine, donc dans des conditions quand même pas faciles. Soit ils sont en télétravail, ils télétravaillent dans leur chambre, et sachant qu'ils sont logés par les entreprises, donc on a des petites photos de ça. Si nos amis régisseurs peuvent mettre
les couloirs ou les chambres de... Et donc oui, au final, ils sont assez. Enfin, il y a une forme de désillusion aussi quand ils arrivent, même si je pense qu'ils s'attendent pas forcément non plus à. Voilà, ils savent qu'ils vont travailler 40 heures par semaine et que voilà, que le travail n'est pas forcément passionnant. Mais oui, il y en a quand même qui tombent un peu de haut. Parce que au final, il y a des formes de violence qui se rajoutent. Parce que quand ils ont un problème, la hiérarchie, elle est complètement immatérielle, c'est ça. Et quand ils ont un problème, ils envoient un petit truc sur un chat et ça doit être traité après, mais ils n'ont jamais d'interlocuteur direct. Donc, tout est. Je pense que voilà, on débarque dans un nouveau pays. Pour certains, c'est la première fois qu'ils partent à l'étranger. Et donc, voilà, il y a des difficultés qui se font aussi à cet endroit-là, ouais, clairement. Pour spoiler un des parallèles aussi avec l'histoire de Marie-Jo, on ne sait pas encore quelle place ça prendra dans le film, mais là où, encore une fois, son entreprise a été délocalisée, du coup, ce qui plane au-dessus de ces call centers, c'est l'IA, évidemment. Donc, en gros, évidemment que ces personnes peuvent être remplacées à tout moment par une intelligence artificielle. Alors, ce qui nous semblait parfois signe de progrès ou voilà, face à un travail qui pouvait être compliqué de modération de contenu, mais mine de rien, c'est quand même la disparition de leur travail. Et là, je sais qu'il y avait, tu disais qu'il y avait eu une unité de 500 personnes qui avait été remplacée par une IA, je ne sais plus quel est le chiffre, mais en gros, c'est aussi ce parallèle-là, il existe aussi, c'est ça qui est assez fou, mine de rien, alors qu'on pensait que les mondes étaient complètement étanches, mais qu'en fait, l'histoire se répète. On va prendre quelques questions dans la salle, si jamais vous en avez. Moi, j'en ai juste une dernière. Qu'est-ce que Marie-Jo a pensé du film ? Elle était, la première fois que je lui ai montré, elle était morte de rire, donc ça m'a beaucoup soulagée. Et parce ça m'inquiétait parce que je sais qu'à des moments, il y a un moment dans le film où je la montre quand même plus vulnérable, elle finit par se mettre en colère et à pleurer, et j'avais un peu peur de comment elle allait recevoir le fait que j'avais choisi de garder ça. Et donc oui, elle l'a... Ouais, elle était très contente, et aujourd'hui, c'est presque son film, quoi. Quand elle en parle, ça me fait rire parce qu'on a fait une projection il n'y a pas très longtemps à Angers, il y a une cousine à elle qui est venue en disant... Oui, pourquoi t'as pas mis Albert, donc mon grand-père, dans le film ? Puis elle t'a non, mais ça faisait trop au montage. J'ai pas décidé de. Quoi ? Et c'est elle qui l'a fait le film. C'est son film maintenant, donc bon, c'est très bien. On aurait dû l'inviter aujourd'hui. Ah oui, vous aurez pas été déçus, je pense. J'ai bien envie. Vas-y, Rémi. J'ai bien envie que ta grand-mère dise au départ, ça va intéresser qui ton truc ? Fabrice Puchot, ce matin, qui était là, nous disait « Je reçois peu de projets sur le travail. Toi, Stan, il vient te chercher. Je veux bien qu'on parle de ça, Maëlle, avec toi, profiter de ta présence de producteur. Alors, diffuseur, producteur. Où est-ce que ça coince ? Pourquoi est-ce que ça n'intéresse pas les films sur le travail ? Ça n'intéresse pas ton truc ? C'est difficile de placer des films sur le travail ? Qu'est-ce qui coince, si tant est que quelque chose coince ? Stan, peut-être, si tu as aussi des choses à dire, tu peux nous rejoindre. Après tout, tu as aussi l'expérience. Alors, je ne sais pas si tu poses la question, déjà, il faut que je me rappelle. Est-ce que tu l'as proposé à Arte ? Qu'est-ce que Arte m'a répondu ? Je ne sais Fabrice, plus. je ne sais pas si... Non, mais en fait, en gros, déjà, pour dire un peu, c'est ce que je disais au départ, c'est que je pense qu'au départ, c'est avant tout perçu comme un film sur la grand-mère de Sarah, plutôt qu'un film sur le travail. C'est-à-dire que c'est là où c'est cette sédimentation un peu du travail d'écriture et de réalisation et de ce que devient le film. Le film devient le support d'une étude de cas sur comment le filmer le travail. Au départ, c'est un film sur la grand-mère de Sarah, qui se trouve qu'effectivement, on a travaillé. Donc, peut-être aussi qu'on l'a mal présenté, voilà. Non, mais après, ça a été un parcours aussi, c'était un premier film. Voilà, on peut le redire aujourd'hui que... on va dire que si on parle d'Arte précisément, je pense qu'il n'y a pas tant que ça. Non, Arte ou les diffuseurs en général. Hein, oui, mais là, si tu parlais d'Arte, donc il n'y a pas tant que ça, donc je ne sais même pas ce que j'ai eu. Après, ce film, on a mis un peu de temps. Globalement, il a été fait avec une antenne régionale de France Télévisions, qui est quand même l'endroit... je ne sais pas quel mot utiliser, mais voilà, où on peut avoir un espace de création pour promouvoir ce type de film en grande liberté. Et il a été repris dans la case L'Heure D, avec Julie Demareuil, mais que ça a quand même été un travail, je pense,
d'1 an et demi. On nous a un peu fait mariner quand même. Je pense aussi pour que le travail d'écriture soit le plus abouti possible et qu'il a quand même fallu tourner beaucoup pour que le film soit faisable. Mais je ne sais pas si c'est la thématique du travail en lui-même. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la modestie de ce type de bassin ouvrier a effectivement du mal à susciter un intérêt majeur. Ça, c'est sûr. C'est aussi lié au premier film de manière générale. On est peut-être plus... Un diffuseur peut être plus frileux. Alors, j'en fais un autre sur la même zone. Du coup, sur le monde du travail, ce n'est pas un premier film. Et du coup, il reste avec une modestie aussi budgétaire. Pour blaguer, en fait, la première question qu'a posée ton père, mais enfin, en tout cas, c'est à moi, mais à toi, ça doit être d'autres choses, c'était quel a été le budget du film. Ça m'a fait rire. Alors, quel a été je ne sais plus ce que je lui ai répondu. Est-ce que je peux intervenir du coup? Karen, vas-y. Alors, Stan Neumann, puis Karen Michael. Pour boucler la boucle, puisque on m'a posé la question. Alors, moi j'ai une situation un peu particulière parce qu'en fait, j'ai commencé il y a 89-90 à peu près, et ensuite, par une série de hasards, je suis passé de film en film. J'ai toujours fait les films que j'avais envie de faire sans trop de problèmes. Donc, après que l'unité documentaire d'Arte me propose un truc comme Les Ouvriers, c'est directement issu du film que j'avais fait avant, qui était un film sur la Révolution russe. Après, je ne sais pas. Peut-être aussi parce que, si vous voulez, le prix à payer pour moi, c'est que je suis absolument incapable de travailler avec les chaînes de service public en dehors d'Arte, à cause de ma façon de travailler, hein, tout simplement. Voilà. Bon. Il y en a peu d'autres, Stan. Hein? Il y en a peu d'autres. Pardon? Il y a peu d'autres chaînes publiques. France 3, il y en a quand même, mais pour moi, et même, puisqu'on est entre nous, certaines sections d'Arte, pour moi, c'est absolument impossible. Voilà. Parce que, si vous voulez, après, bon, j'arrête, mais la condition pour moi, c'est qu'on me laisse totalement tranquille. C'est qu'on me laisse faire ce que je veux faire. Donc ça limite quand même le champ des possibles. Mais après, bon, il y a forcément de l'inertie dans ces systèmes-là. Et ça, c'est évident. Est-ce que c'est lié à des thématiques? Sans doute. Mais et puis bon, après, c'est l'habituel marécage humain. Hein. Ce que soulevait Fabrice Puchot ce matin, c'était... il dit ne pas recevoir suffisamment de projets sur mais je crois que Karen Michael, seconde Fabrice Puchot... Ça interroge aussi notre propre, nous, documentaristes, notre propre rapport à ce qu'on voit du monde et à ce qu'on raconte du monde, si on ne propose pas assez de projets. Mais je laisse effectivement la parole à Karen Michael d'Arte. Merci. Alors d'abord, je salue quand même mes camarades concurrents de France Télévisions d'avoir, du coup, produit ce film, néanmoins. Plusieurs choses, sans doute, parce qu'il y a plein de points qui ont été évoqués. Les premiers films... On sait que les premiers films, nous, on les aime bien. Ils ne sont pas forcément faciles. Ce qui est difficile, c'est l'équation 1-2 inconnus, un producteur pas connu, une réalisatrice pas connue peut-être. Donc, on ne dit pas qu'on n'y va pas. C'est vrai que ça peut être pas un frein, mais on sait que c'est un accompagnement qui va être plus long et pour le producteur et peut-être pour le diffuseur. Ça n'empêche en aucun cas les choses puisque c'est un endroit avec lequel on veut travailler. Mais on sait aussi, et c'est intéressant, que le film, là, précisément, peut-être, effectivement, on le lit plus comme un film sur votre grand-mère que l'enjeu de la grand-mère et l'enjeu du travail. Donc effectivement, alors je ne dis pas que pour autant, mais c'est toujours intéressant de voir pourquoi à un endroit donné, un personnage suivi ou un contexte, en fait, va raconter plus large. Et sans doute, et je ne sais pas, mais comme tu disais Maëlle, il y a peut-être quelque chose de la discussion en amont, de voir jusqu'où porte une proposition qui en fait dépasse peut-être la lecture qu'on en fait. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, pour répondre complètement à ce que disait Fabrice, et on se pose des questions, on vient de lancer un concours, n'est-ce pas, avec mes amis ici présents, la SCAM, le CNC, qui s'appelle Le Jour de paix, qui est la deuxième saison de Et pourtant elle tourne, où justement on trouvait qu'il y avait un déficit quand même de femmes réalisatrices, vous n'allez pas dire l'inverse, et déficit aussi parce que l'idée du monde du travail n'était pas assez évoquée en documentaire. Et donc on vient de finir ce concours.
Je crois que le 2 avril prochain, mais je l'ai la date, donc vous pouvez tous venir parce que justement, ça a été vraiment quelque chose qu'on a pensé ensemble dans l'équipe et de se dire pourquoi. Et enfin, troisième chose, puisque effectivement on les lit et autres, il y a aussi nous des envies. Moi, je sais que j'avais proposé, il y avait un bouquin génial de comment on vit la religion en entreprise. C'était pas rien, mais c'était aussi l'entreprise, le travail. Comment tout d'un coup. Et il y avait des sujets, on sent que c'était aussi peut-être plus difficile aussi pour les producteurs de s'en emparer. Voilà. Mais encore une fois, c'est entre nous, hein, c'est un travail commun. Hein. Bon. Donc effectivement, la notion du travail, qui évolue en plus à une vitesse grand V, n'est pas rien. Et juste pour vous dire, on développe aussi quelque chose qui s'appelle Open Space Invader, avec justement une jeune réalisatrice pour être un petit morceau sur le web, pareil sur le monde du travail. Donc on voit bien que ça nous travaille, justement, qu'après le Covid, ça a tellement bougé que peut-être ces notions-là, elles sont tellement... mais en tout cas, qu'il y a vraiment un enjeu à venir les rattraper, qu'elles soient du monde ouvrier ou un autre monde ouvrier, qui effectivement les plateformes et autres, où on recommence à mettre des OS. C'est pas le même nom, mais c'est le même genre. Oui, moi j'avais envie de rebondir sur une chose, c'est que, comme tu l'as dit Camille tout à l'heure, c'était que souvent les premiers films parlent de films sur les grands-parents. Hein, voilà. Et là on passe des films sur sa grand-mère. Alors c'est vrai que nous, à la Fémis, quand on travaille et on accompagne souvent l'écriture des premiers films, là c'est clair que le film sur la famille, sur les parents ou sur les grands-parents est en général au fondement de l'écriture de son premier film. Au-delà de ça, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'intéressant et j'ai été frappé sur les extraits qui ont été choisis parce que ça va un peu, en fait, être le sujet transversal de toute cette journée autour de filmer le travail. Au fond, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est que vous filmez votre grand-mère dans son rapport au travail, qui est un travail ouvrier, donc un travail qui est un travail subi, un travail, comme dirait Marx, qui est un travail mort. Et puis au-delà de ça, d'un coup, il y a le rapport à votre père, que vous convoquez juste pour en fait restituer la part manquante du Pulse qui est le lieu, et en même temps sa propre expérience du lieu parce qu'il l'a vécu dans cette usine et donc il peut lui-même raconter en tant que jeune homme son expérience. Et de fait, lui, il est devenu chef d'entreprise. Et en fait, il raconte un truc que dans l'extrait on voit qui est juste tout à fait marquant, c'est-à-dire que quand vous lui demandez mais qu'est-ce que vous faites, il dit je suis en train d'étudier une pièce pour calculer le temps, qui est au cœur finalement de ce qu'on appelle la valeur marchande du travail, c'est-à-dire ce que font les gens et ce que votre grand-mère a subi, c'est-à-dire calculer le temps qu'on met à travailler, à faire une pièce. Et donc je me demandais, ce qui est fascinant, c'est que vous êtes là entre les deux écarts intergénérationnels, votre grand-mère et votre petit frère, et au milieu il y a votre père. On a l'impression que c'est votre père qui a choisi son métier, son travail, parce que d'emblée il a fait cette expérience ouvrière dans laquelle il a dit je ne veux pas cette vie-là en fait. Et on a l'impression qu'au fond c'est comme si on écartait d'emblée dans la représentation du travail l'idée que le travail construit, réussi, dans lequel il y a une forme de réussite ou de sublimation de sa propre manière de s'approprier son travail, en fait, n'était pas le sujet d'aujourd'hui. Donc au fond, on est dans une logique ici où filmer le travail, c'est avant tout filmer le travail subi, qui est un travail contraignant et un travail difficile. Donc voilà. Et je voulais... Du coup, comme vous avez évoqué le fait que c'était des films de famille, il y avait la grand-mère, votre petit frère, je me demandais si vous aviez écarté d'emblée l'idée dans l'équation familiale que le travail de votre père pouvait être un sujet. C'est une bonne question. Oui, en tout cas, je pense que c'est très juste ce que vous avez dit sur le fait d'avoir... sûrement, j'imagine, mais d'être né de parents ouvriers... Et ma grand-mère, pour elle, c'était très important que lui, justement, puisse choisir le métier qu'il a envie. Donc lui, c'est vraiment construit, peut-être, j'imagine, un peu en opposition, dans la volonté de ne pas vouloir subir le travail et de faire quelque chose qu'il a choisi. Il a, après, d'ouvrir sur son travail, ça aurait peut-être amené... c'est pareil, je pense que c'est un petit peu la même problématique que c'était pour le travail de mon frère dans le film, c'est que ça ouvrait tout de suite aussi sur d'autres choses. Et il y avait déjà tellement de choses autour du portrait de ma grand-mère qui porte quand même le film, autour de son histoire à elle, son passé, sa lutte, tout ce dispositif de reconstitution, le manque d'archives, tout ça, que je pense que les choix se sont faits aussi au montage, parce que même si on a abordé quand même... Il y a quand même une phrase qu'on coupe, ça coupe juste avant l'extrait sur une dernière phrase, une question que je lui pose à mon père, c'est qu'est-ce que mamie t'a transmis ? Et lui, il répond le travail.
la valeur du travail et le travail bien fait et tout, parce que lui, c'est ce qu'il a retenu de cette histoire-là. Moi, c'est un peu complexe qu'au départ, il y avait aussi mon propre rapport au travail qui existait dans le film, et pareil, pour des questions de place, de rythme, de récit, ça fonctionnait pas. Mais moi, j'étais vraiment biberonnée à la valeur travail par mon père. Et par, oui, il faut que tu travailles dur, et vraiment ce truc un peu de méritocratie. Lui, il a grandi avec ça. Ça a plus ou moins peut-être fonctionné pour lui, parce qu'il a commencé ouvrier, il n'a pas fait d'études, il a réussi à plutôt sur le tard, mais à ouvrir une PME quoi, dans la mécanique. Mais voilà, moi, c'est quelque chose aussi que j'ai aussi beaucoup, justement, je me suis beaucoup questionnée, en me positionnant un peu plus politiquement. C'est quelque chose aussi que j'ai rejeté. Donc, ça posait plein de questions. Et pour moi, ça demandait tellement, c'est tellement un film en soi, en fait, de parler de ça, de ce rapport au travail. Alors, peut-être, là, je fais un film sur mon frère, peut-être que je ferai un film sur mon père après, finalement. Mais ça ouvrait peut-être une porte qui, pour moi, ça méritait un film en soi, finalement. Et ça pouvait pas avoir sa place là, je trouve. Je sais pas ce que tu en penses. Non, j'étais d'accord avec ça. Non, j'allais rebondir sur ce qu'a dit Karen, c'est pour ça m'a évoqué quelque chose, et c'était pour reprendre au bon, mais j'ai envie de le dire et tout. C'est effectivement, dans ce que tu dis, c'est intéressant, et en même temps, ça pose complètement la question de faire émerger des propositions dans notre monde de l'audiovisuel aujourd'hui, et que c'est extrêmement difficile, et que c'est pour retracer le parcours du film, c'était intéressant, c'est-à-dire que effectivement tout l'enjeu pour un premier film, c'est de le rendre visible à l'oreille un peu de tout le monde, et que ce film, il a eu le pitch du meilleur projet au rendez-vous de l'histoire de Blois, qu'après il est allé aux rencontres de l'USAS, qu'il a bénéficié de la bourse Bourillon d'un rêve, et que malgré tout ce parcours-là, c'est pour témoigner que ça reste très difficile. Et que c'est à l'issue de ce parcours, on va dire, je ne sais pas comment dirait ta grand-mère, mais bien fait, propre, c'était du beau travail, voilà, et c'était du bel ouvrage, ouais, et que malgré ça, ça reste difficile. Donc effectivement, la question, elle est là, c'est-à-dire que ce hiatus énorme entre l'inondation des propositions qui arrivent sur la table de l'ensemble des diffuseurs, on va dire, nationaux de services publics, et cette parole sur la rareté ou la raréfaction de certains sujets pose effectivement question. Parce que des sujets, il y en a plein. C'est comment les rendre visibles, ou comment en parler différemment, ou comment créer des zones d'identification pour des propositions qui ne seraient pas comme ça immédiatement identifiables. Parce qu'on le voit bien dans toutes les chaînes nationales que il y a des producteurs, des productrices qui font plutôt des films d'histoire, ce qui était mon cas, où on est identifié dans des cases histoire, d'autres dans des cases société, d'autres qui font un peu tout, d'autres qui font des primes, voilà. Et qu'aujourd'hui, ces transfuges de cases, voilà, pour les parler comme ça, sont parfois un petit peu compliqués. Et je pense que c'est la même chose pour les réalisateurs et les réalisatrices, et que ça explique aussi les parcours chaotiques et sinueux que doivent prendre ce genre de films. Et effectivement, c'est... Aujourd'hui, on est face à ce défi-là, parce que je pense que des films sur le travail, il y en a énormément qui sont faits. Et je rajoute une autre dimension un peu géographique à mon raisonnement, c'est aussi la décentralisation de la création. C'est un film qui s'est fait depuis un autre regard, depuis une autre géographie, qui regarde aussi différemment. Et ça, je pense que c'est important aussi de promouvoir une décentralisation des regards. Je pense que ce film, il n'est pas fait... tout à fait de la même façon, parce qu'il est fait depuis cet endroit-là aussi. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on va complètement changer de paradigme, parce que là, on se retrouve face à une problématique qui est Lisbonne. Donc, c'est pour ça ça va être vraiment intéressant de comparer un peu les deux approches, où on est en grande proximité géographique et l'autre en éloignement. Mais je pense que c'est aussi une dimension qui est extrêmement importante. Et je pense que si on n'avait pas été en proximité comme ça, et ce que je disais sur les usines à la campagne ou autre, il y a une sorte de vécu, du coup, on a une sensibilité aussi au sujet qui est différente. Il y a des questions. Oui, une main qui se lève. Oui, alors moi, quand même, je voulais saluer le dispositif. Parce que justement, c'est la bonne question de se dire, nous, en tant que diffuseurs, un dispositif comme celui-ci, et tu parlais très bien du dosage, du fameux dosage, qui est toujours un peu une question qui se pose, jusqu'où un dispositif l'emporte sur le reste ou inversement. Jusqu'où il est alibi, coquetterie ou vraiment narration. Et moi, je voulais savoir si d'emblée, c'était quelque chose qui était vraiment très inscrit
ou ça a beaucoup évolué au fur et à mesure du film? C'est-à-dire, est-ce que vous l'avez vraiment conçu dès le départ en vous disant, voilà, moi je veux, comme par exemple on l'avait fait avec, et je vais oublier son nom, bien sûr, sur Vincennes, où elle avait juste mis sur l'université de Vincennes. Comment? Virginie Linhart, merci. Où d'emblée, c'était très clair, on met les gens, on les assoit, et comme ça, ils racontent ce territoire en disant, voilà, il y avait la piscine, là, il y avait la cantine, voilà, un lieu qui n'existe plus, mais qu'on fait revivre par les paroles et des gens qui sont assis. Donc, et là, c'est très intéressant de se dire ça, parce que c'est vrai qu'on a envie de revisiter un peu le genre documentaire, de lui amener autre chose. Ma collègue Anne Charbonnel, je crois qu'elle est partie, avait produit un super film qui s'appelait Diana Mini Market, où il y avait des scènes de comédie musicale, parce qu'elle racontait un magasin d'Indiens, je crois que c'était des Indiens, donc elle était passée par là et en même temps ça amenait, mais on sait bien que c'est là où ça frotte aussi, donc voilà, je repose la question au début, est-ce que ça a été vraiment quelque chose de pensé dès le départ ou en fait ça s'est imposé par la suite? Merci. Non, enfin ça a vraiment évolué et j'ai envie de dire même jusqu'à la fin, jusqu'à la veille du tournage sur le terrain vague, on a tourné pendant 4 jours. Et oui, en fait, il y avait beaucoup d'inconnus. Et moi, ce qui était sûr pour moi, c'était, comme vous le dites, c'est que ce ne soit pas une coquetterie, que ça serve vraiment la narration. Donc, je me préparais à filmer, à tester des choses. Je savais qu'il y a des choses qui allaient marcher avec ma grand-mère. En plus, on avait pu tester quand même le dispositif avant le vrai tournage. Mais voilà, je m'apprêtais aussi à potentiellement mettre des choses à la poubelle si ça fonctionne pas, si c'était pas ce que je voulais raconter, ou en tout cas si ça servait pas la narration. Donc après, ce qui était super quand même, c'est qu'on a pu faire des tests, donc déjà sur une journée, et j'ai rencontré donc Stéphanie Goldschmidt, qui est la monteuse du film. Je l'ai rencontrée assez tôt dans le processus. Donc en fait, ça, c'était génial parce qu'on a pu tester des choses. J'avais déjà beaucoup filmé avec ma grand-mère et on avait ces petits essais qui avaient été faits sur le terrain vague. Et OK, on s'est dit ça c'est intéressant, ça, on peut aller chercher ça. Et le fait d'avoir comme ça, de mettre les mains dans la matière, de voir comment les choses pourraient s'articuler, je pense que ça m'a énormément aidé justement à savoir qu'est-ce qui allait être de l'ordre de l'onirisme, de l'ordre du documentaire. Et pour moi, c'était assez évident, du coup, après ces tests qu'on avait pu faire au montage, que, OK, donc les scènes de jour, ça va rester des scènes documentaires. Il y a une scène où, notamment, il y a mon père qui vient sur le terrain vague pour raconter aussi son expérience et ils discutent entre eux. Donc ça reste documentaire, ça fait avancer le récit. Et en même temps, des moments qui sont vraiment plus oniriques avec, justement, les comédiennes. Donc, ouais, ça s'est vraiment fait au fur et à mesure, jusqu'au bout. Pour compléter ce que tu dis, c'est exactement ça. En fait, dans mon souvenir, mais peut-être que je réinvente la chronologie pour illustrer mon exemple, mais le terrain vague était présent dès le début et tout ce parcours d'accompagnement a fait qu'on nous a questionné en permanence. Quand je dis on, c'est un on général. Non, mais pas que les diffuseurs, je veux dire. C'est que du coup, des conseillers et tout ça, on dit vous êtes sûr, Sarah, est-ce que tu penses vraiment? Est-ce que tu devrais pas? Est-ce que tu devrais pas? Et qu'en fait, on a fait tout un tour complet. Voilà. De tout ce qui était possible. De tout ce qui était possible. Tout a été envisagé pour revenir finalement au terrain vague. Je n'ai pas d'analyse de ça, mais ce que je veux dire, c'est que ça a consolidé. Voilà, mais ça a mis le doute à énormément de moments dans le film. Mais bon, voilà, comme tout s'est fait, comme c'est bien à la fin, qu'on est content et tout, on va dire que c'était extrêmement positif tout ça. Mais quand on était en plein questionnement de tourner dans une boîte noire, Marie-Jo, voilà, qu'il fallait trouver des hangars désaffectés, tout ça et tout, on était un peu en galère quand même, disons-le clairement. Oui, ça a été vachement questionné à toutes les étapes et du coup, à chaque fois, ça remettait. Donc, est-ce que je suis vraiment sûre de faire ça? Est-ce que ça va vraiment marcher? Enfin, c'était les questions qu'on me posait. Donc, oui, je sais pas. Alors, on va prendre la dernière question de la personne qui avait levé la main et après, on va s'arrêter. Ouais, c'est juste une ponctuation historique. Je ne sais pas pour ceux qui sont un peu plus vieux. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les années 90, il y avait une chargée de programme sur France 5 qui s'occupait que du travail, qui était Geneviève Boyer. Et je me demandais pourquoi ça a disparu. Enfin, elle est partie, donc, et avec son départ, la case est partie, de fait. Il n'y a plus de case travail, de fait. On n'a pas bien de réponse Rémi, moi, je ne saurais pas répondre. Je ne sais pas si c'est générationnel. Mais est-ce qu'il faut faire une case filmer le travail, par exemple, sur Arte ou sur France Télévisions? France Télévisions a peut-être plus de chaînes. Karen, on ne va pas te mettre en difficulté comme ça, au pied du mur, là. Non, mais cela dit, je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure. Le 2 avril, notez-le dans vos agendas, c'est une soirée filmer le travail, puisque Jour de paix, 10 réalisatrices, je crois, viennent présenter leur court-métrage dédié au travail, enfin, ou détourné. Mais bon, on peut le détourner de manière fort élégante et que ça fonctionne. Deuxième ponctuation historique. Ce que vous disiez qu'il n'y avait pas de film sur des ouvrières.
Moi, j'ai fait un film sur Saint-Ouen d'archives. Je peux vous dire que des films sur les ouvrières, je n'ai vu mais genre 40 heures, quoi. Je l'ai dit un peu Wonder, rapidement, c'était davantage une impression. Parfois, on peut avoir, mais ça questionne aussi qu'est-ce qu'on Jean-Pierre sait Thorne, Wonder, enfin, il y a des tonnes, de fait. Des tonnes. Parce que dans les années 70, on a voulu donner la parole aux femmes ouvrières. Oui. C'était davantage une question tournée vers aujourd'hui, ce qu'on raconte aujourd'hui. C'était davantage. Non, elle parlait des archives, de fait. Oui. Bon, voilà, c'est pas grave. Et tant mieux qu'ils existent. Et un film dont Anne Georget parlait tout à l'heure, effectivement, rendons grâce à France Télévisions pour avoir produit un film de Jérôme Picard et Jérôme Lambert et Philippe Picard, pardon, sur les dentelières, c'est ça, hein, les couturières. Oui, c'était les couturières. Qui, je crois, a été diffusé en première partie de soirée. C'était justement pourquoi l'histoire du mouvement ouvrier avait beaucoup plus porté son attention sur la sidérurgie, sur les usines qui étaient majoritairement masculines, et finalement assez peu sur le mouvement ouvrier féminin. Le monde ouvrier, même s'il ne l'a jamais été assez, a été quand même bien documenté. Le rapport au travail aujourd'hui, c'est le monde du travail aujourd'hui qui n'existe pas. Voilà. Alors moi j'ai vu les LIP, tous les films qui ont été faits sur des usines qui ferment. Enfin, il y a eu une grande tradition du film sur l'ouvrier, formidable, qui a un peu disparu d'ailleurs. Peut-être qu'on peut constater aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, ce monde du travail-là est beaucoup moins documenté. Crow l'a fait avec La gueule de l'emploi, il y a comme ça 2-3 choses qui sont apparues, mais la violence du monde du travail aujourd'hui, les rapports aujourd'hui du monde du travail, les jeunes avec le travail, l'après-Covid, tout ça, qui sont quand même aujourd'hui des choses énormes, c'est peut-être ça aussi qui n'existe pas assez. Eh ben, on pense que ce sera l'un des éléments du... Et une excellente transition. Je vous remercie. Je vais passer la parole à mes petits camarades de la suite. Thomas Lafarge, si tu peux descendre. Oui, tu veux peut-être annoncer la suite, justement. Et je vais le faire. Si on me remet sous les yeux l'ensemble des noms des intervenants et intervenantes, ce sera plus simple. Merci beaucoup. Anne-Sophie Reinhardt pour les damnés des ouvriers en abattoir. Julien Goetz et Henri Poulain pour Invisibles, les travailleurs du clic. Et Alex Poukine pour Sauf qui peut. Et Thomas Lafarge va modérer cette table ronde qui va clôturer la journée. Il est réalisateur et membre de la commission audiovisuelle de la SCAM. Merci beaucoup. Merci Sarah, merci Maëlle.